Le président de la République a inauguré ce matin l'axe pont Comoé à Nibi-le-Cros. Les travaux de réhabilitation démarrés en février 2014 ont coûté 39 milliards de francs CFA. Nous sommes samedi 3 décembre. Aujourd'hui, l'attention est portée sur les personnes handicapées. C'est leur journée. L'événement a été marqué en Côte d'Ivoire au Forum de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody où les handicapés ont été magnifiés. Le samedi 10 décembre prochain démarre la campagne pour les législatives où plus de 1000 candidats députés vont briguer les 255 sièges de l'Assemblée nationale. Cap sur les législatives s'intéresse aujourd'hui au code électoral relatif au Parlement. Les élections législatives au Gabon, qui devaient se tenir en décembre, ont été reportées au 29 juillet 2017. L'insuffisance des dotations financières sera la cause de ce report. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal de RTI 1. Nambrani ou le droit au bonheur, c'est le titre d'un livre, le dernier ouvrage écrit par l'auteur ivoirien Konanyamien Kouakou. Il est notre invité de la page culture de ce samedi. Son livre témoignage relate l'histoire d'un handicapé nommé Nambrani. Né infirme, il deviendra ministre puis président de la République. Mais quel a été son secret pour atteindre un tel niveau de responsabilité? La vie d'un handicapé en famille, dans la société, à travers Nambrani, nous en parlerons dans quelques instants seulement avec notre invité ce samedi 3 décembre étant consacré aux personnes en situation de handicap dans le monde. Bonsoir. Bonsoir Madame Gouran. Alors à tout à l'heure donc pour notre entretien. Bien reçu. La page culture, je rappelle, c'est dans une trentaine de minutes. Et c'est fait, le président de la République a inauguré ce matin l'axe pont Comoé à Nibi-le-Cros, long de plus de 87 km. Les travaux de réhabilitation démarrés en février 2014 ont coûté 39 milliards de francs CFA. Ils ont été financés par l'Union européenne. Et selon le chef de l'État, cette route permettra d'améliorer le trafic et de réduire les accidents de la route. Jérôme Kofi Abolé. Coupure symbolique du ruban par le président de la République, Alassane Ouattara, et voilà qui ouvre officiellement l'axe pont Comoé à Bengoro à Nibi-le-Cros. Ce, après 24 mois de travaux de rénovation au lieu de 36 comme initialement prévu. C'est à la fois un ouf de soulagement et un cadeau de fin d'année pour les populations de l'indénié Guablin. Mot, dada mot, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République, vous menez, nous le savons, une politique avant-gardiste. Comme le professeur Rémi Prudhomme, vous avez compris que la route du développement passe par le développement de la route. Long de 87 km et demi, l'axe pont Comoé à Bengoro à Nibi-le-Cros doit sa réfection au soutien financier de l'Union européenne. L'institution, selon son représentant en Côte d'Ivoire, est et entend rester le premier donateur de la Côte d'Ivoire. Pour preuve, d'autres ouvrages suivront ceux déjà réalisés. Nous allons, à partir de 2018, poursuivre, à travers le 11e Fonds européen de développement, un appui à hauteur de 28 millions d'euros pour développer le corridor Bamako-San Pedro et un autre de 9 millions d'euros pour réaliser des études de l'autoroute Abidjan-Lagos. Avec une durée de vie estimée à 15 ans, cette réalisation constitue un véritable chef-d'œuvre dont la Côte d'Ivoire, selon le ministre Patrick Hachi, peut être fière. Cette voie entièrement refaite à neuf deviendra, avec la nouvelle route bitumée Boundiali-Tengrela, frontière du Mali, que vous inaugurerez la semaine prochaine, l'une des plus belles routes de notre réseau ivoirien. De manière générale, les travaux ont consisté pour la chaussée en la reprise partielle des terrassements et son élargissement, en la mise en œuvre de nouvelles couches en béton bitumineux de 5 cm sur 2 fois 1 voie, en la reprise des ouvrages défectueux, en l'aménagement d'aires de stationnement en agglomération et dans les traversées des villes, dans le dédoublement de la voie du PK 104 au PK 111 dans la traversée d'Abengourou en 2 fois 2 voies et l'éclairage public réalisé dans cette ville. Et enfin, des travaux connexes comme des forages et la réalisation de clôtures d'écoles. Le coût des travaux s'élève à un peu plus de 41 milliards de francs CFA,
hors taxes, hors douane, sur financement de l'Union européenne pour 34 milliards et financement de l'État ivoirien pour 7 milliards de francs CFA. Le chef de l'État s'est dit heureux de livrer cet ouvrage aux populations de l'Indénié Guablin, lequel ouvrage fait partie de son ambition de doter la Côte d'Ivoire d'un meilleur réseau routier sur le continent. L'objectif du gouvernement est d'achever la réhabilitation du réseau bitumé les plus endommagés et de développer de nouveaux axes pour relier les grandes villes du pays. Et voyez-vous, en le faisant, ceci nous permettra également de relier les villes frontières aux pays voisins. Et cela va renforcer l'intégration régionale, développer le commerce interrégional. Je voudrais donc vous assurer que nous poursuivrons ce programme avec l'appui de nos partenaires au développement afin de redonner à la Côte d'Ivoire son image de pays leader en matière d'infrastructure. Quand j'étais Premier ministre de 1990 à 1993, la Côte d'Ivoire avait le meilleur réseau routier sur l'ensemble du continent, y compris l'Afrique du Nord. C'est donc dire à quel point la dégradation a été forte et accélérée. Notre ambition, c'est de retrouver notre place de pays leader en matière d'infrastructure. Et je suis convaincu que notre pays est promis à un grand avenir. Cela demande la cohésion, la paix. Tenant compte des doléances émises par les populations, le président de la République a promis la réalisation d'infrastructures sécuritaires et la poursuite de travaux de bitumage dans la région. Il a aussi remercié ses hôtes pour les nombreux présents qu'ils lui ont offerts. En retour, le chef de l'État leur a fait don d'une enveloppe de 13 500 000 francs CFA. Et comme vous l'avez vu, les populations de l'Indénié Guablin ont fait le déplacement ce matin pour accueillir, pour accueillir le président de la République. Les forces de l'ordre n'ont pas manqué ce rendez-vous. Le président Ouattara a reçu des honneurs militaires à son arrivée dans la région. Abou Sanogo. C'est à 10h45 que l'hélicoptère transportant le président de la République Alassane Ouattara s'est posé sur le sol d'Agnibilé-Kro dans la région de l'Indénié Guablin. Le président de la République est dans cette région pour inaugurer la route Abengourou-Agnibilé-Kro. Je suis très heureux d'être là à Agnibilé-Kro et vous savez, ce projet me tenait à cœur. La route était fortement dégradée. Maintenant, nous avons l'occasion d'offrir à la population une belle route, mais je vais surtout demander à ceux qui vont emprunter cette route de ne pas aller trop vite. De ne pas aller trop vite parce que nous tenons à la vie de nos concitoyens. Mais je suis heureux d'être là et de pouvoir saluer les populations et leur dire toute ma gratitude pour le soutien qui m'a toujours été apporté dans cette belle région. Mais avant, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, des membres du gouvernement, les autorités locales et du chef d'état-major général des armées Soumaïla Bakayoko. Il est allé ensuite s'incliner devant le drapeau pour l'exécution de l'hymne national et recevoir ensuite les honneurs militaires dus à son rang. Honneur rendu par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie d'Abidjan, 2 sections du bataillon de sécurisation de l'Est, une section de la marine nationale et une section de l'armée de l'air aux ordres du chef de bataillon Moriba Kaba, commandant des troupes. Après quoi, le président de la République a échangé quelques civilités avec la haute hiérarchie militaire, les élus et cadres de la région avant de mettre le cap sur le lieu de la cérémonie. L'axe routier Pont-Komoé-Agnibilé-Kro réhabilité est maintenant praticable. Adieu donc les crevasses et les nids de poules. Les populations sont reconnaissantes au chef de l'État qui a tenu sa promesse. Écoutons leur réaction après cette cérémonie d'inauguration. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel pour nous, compte tenu de l'état de la route qui lie Agnibilé-Kro à Bangourou et jusqu'à Anekwadjokro, la Komoé, avec beaucoup de difficultés que nous avons pour aller à Abidjan. Et aujourd'hui, Dieu merci, il vient de nous remettre la route. Maintenant, nous pouvons voyager sans crainte et c'est avec un très grand plaisir
que nous avons reçu le président Alassane. En tout cas, nous lui disons merci pour tout ce qu'il fait pour les Ivoiriens. Nous revenons de loin parce que il y a quelque temps, nous souffrions sur cette route et aujourd'hui, nous la parcourons avec aisance et facilité. Ce joyau que le président de la République vient de nous offrir va constituer un véritable levier pour l'évacuation des produits de rente, le cacao, le café, les VA et surtout le vivrier. Comme on le dit, la route précède au développement et l'acte que le chef de l'État vient de poser est un acte majeur et à saluer. Et nous, la jeunesse de l'Indéné Djuablin, nous sommes très heureux et rendons hommage à notre président. C'est un rêve caressé par les populations, mais un rêve caressé particulièrement par les opérateurs du secteur du transport qui avaient des difficultés pour relier Agny-Bilé-Kourou au point Komoué compte tenu du mauvais état de ce tronçon. Le réhabiliter, la reconstruire pour l'offrir aux populations, mais particulièrement aux transporteurs, est une journée de fête que nous venons de vivre aujourd'hui. C'est une grande satisfaction pour moi parce qu'autrefois, nos éleveurs avaient des difficultés pour faire parvenir leurs produits jusqu'ici et les évacuer aussi au niveau d'Abidjan. Donc grâce à cette route, désormais, c'est une voie ouverte qui nous permet de faciliter les échanges au niveau commercial. Le président de la République a promis cette route-là. Elle a été faite. Il a promis de venir inaugurer. Il est venu. Et donc la population de l'Indéné Djuablin ainsi que celle de Boukani et de Gontougou qui se sentent désenclavés sont très heureuses d'avoir un président qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, vient de nous faire un grand cadeau de Noël. Ce tronçon était difficile, il y a de cela peut-être 10 ans. Aujourd'hui, grâce au président de la République, nous venons d'avoir une belle voie et nous sommes très fiers, nous voulons dire merci au président de la République. C'est véritablement une satisfaction, une joie, parce que fils de la région et moi-même acteur de la route, on ne peut que se réjouir et savoir que le président, cette promesse, il la tient comme partout ailleurs d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on s'étargue d'avoir une des meilleures routes de Côte d'Ivoire qui participe aussi dignement à l'économie et à l'embellie de notre région. Je crois que c'est un sentiment de satisfaction. Aujourd'hui, moi j'ai quitté Daloa à 4 h du matin et à moins de 3 heures de temps, je suis à Agny-Bilé-Kourou. Donc c'est un sentiment de joie qui nous anime. Je voudrais vraiment dire merci. Merci au chef de l'État. Dire merci à la République et à M. Alassane Ouattara pour le travail qu'il fait. Vous savez, une mission comme la sienne a besoin d'un trépied. Le premier pied, c'est le capital humain qui le représente objectivement pour nous aujourd'hui. Et nous en sommes fiers. Faire en sorte que les institutions internationales fassent confiance à un homme, c'est une grande joie. Le deuxième pilier, ce sont les infrastructures. Et cette expérience nous permet de dire qu'on peut venir et observer le mouvement du comeback to the native village, venir développer le village. Le troisième mouvement, c'est le respect qu'il a pour les institutions et singulièrement pour la chefferie traditionnelle, les institutions coutumières. Félicitations et c'est la grande joie pour la région et pour la Côte d'Ivoire. Cette route va nous porter le développement, c'est-à-dire le transport de nos produits vivriers, café ou cacao. Vous voyez que les paysans souffrent. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous les chefs. À l'époque, pour venir à Agny-Bilé-Kourou, quand on te dit que tu dois venir à Agny-Bilé-Kourou, ton cœur bat. Une semaine avant, tu es craintif. Mais maintenant, tout est fini. Pour venir à Agny-Bilé-Kourou, dès que vous arrivez pour 271 km, il fallait faire 6 heures, voire 7 heures. Quand tu arrives, la voiture au garage, toi-même tu es à l'hôpital. Mais maintenant, c'est chose finie. Grand merci au chef de l'État. Avant, on le faisait en 4 heures. Aujourd'hui, on le fait à moins de 2 heures. Et on écoule facilement à nos productions. On économise les dépenses de panne de voitures, on économise du carburant, on économise des vies humaines. Et je pense que vraiment ça va contribuer fortement au développement de la région. Les opérateurs économiques et les transporteurs, toute la population de l'Indéné Djuablin n'aura plus de difficultés à se rendre à Abidjan et particulièrement à Bengourou. Voilà. Et nous sommes très heureux de recevoir le chef de l'État.
Maintenant que la route est réhabilitée, c'est une grande joie. Et surtout le président de la République en personne même venir inaugurer cette voie. En tout cas, c'est une joie immense pour le département d'Aïn-Blé-Kro. Donc on ne fait que féliciter Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et lui dire grand merci. Pas de répit donc pour le président Alassane Ouattara. Après la cérémonie d'inauguration de la route Pont-Komoé à Agnibilé-Kro, il a regagné tout de suite à Abidjan où il s'est entretenu avec le ministre marocain des Affaires étrangères. La rencontre a eu lieu, comme vous le voyez, à sa résidence de la Riviera Golf à Cocody. Le chef de la diplomatie marocaine était porteur d'un message du roi Mohamed VI et comme on peut l'imaginer, il a été aussi question du renforcement des relations entre les deux pays. Le ministère des Transports retrousse ses manches pour venir à bout des accidents de la route. Comment gagner le combat? Le ministère veut se faire accompagner par des ambassadeurs bénévoles, footballeurs, animateurs télé, managers du showbiz sont impliqués dans cette campagne contre les accidents de la route. Perpétuellement, Malika Koulibaly. La route tue chaque année plus de 800 personnes en Côte d'Ivoire selon le ministère des Transports. Pour réduire ce taux, le ministère des Transports a fait appel aux personnages publics. Ils sont footballeurs internationaux, animatrices télé, managers de showbiz. Leur mission, sensibiliser les automobilistes au respect du code de la route. La réussite du plan commande la mobilisation de tous. Pouvoir public, secteur privé, ONG, médias et surtout vous, les leaders d'opinion. La mission d'un ambassadeur pour la sécurité routière consiste à la recherche permanente de la sauvegarde de la vie des Ivoiriens. Ces ambassadeurs bénévoles ont aussi la responsabilité de porter le message de la prudence sur les routes à la population. Ils se doivent d'être eux-mêmes des modèles de bonne conduite sur les routes. Le ministère des Transports a déjà élaboré un plan national d'action stratégique 2016-2020. L'objectif, réduire de 50% le nombre d'accidents mortels sur les routes à l'horizon 2020. Ces ambassadeurs bénévoles doivent aussi contribuer au changement de réflexe sur les routes. Et le ministre des Transports compte sur ces personnes publiques pour préserver la vie humaine sur les routes. Nous sommes samedi 3 décembre aujourd'hui. L'attention est portée sur les personnes handicapées. C'est leur journée et l'événement a été marqué en Côte d'Ivoire. 200 personnes handicapées, dont 35 femmes, viennent justement de bénéficier d'une formation en entrepreneuriat, spécifiquement formation en nouvelles technologies, gestion de projets et en aviculture. La formation initiée par l'Agence nationale de la formation professionnelle AGEFOP a duré 6 mois et vise à favoriser l'insertion durable des personnes handicapées dans le tissu économique. Les apprenants ont reçu le diplôme des mains du directeur général de l'AGEFOP, Traoré Bamoundien. Vivre avec un handicap n'est pas toujours aisé. Handicapé de naissance ou par accident, comment vivre avec, comment supporter, surtout comment faire face à la stigmatisation, comment supporter le regard des autres. Pas facile, mais il y a des personnes en situation de handicap qui ont décidé de sourire à la vie, d'accepter leur situation. Et ce soir, nous nous sommes intéressés à une avocate aveugle qui exerce sa profession avec passion. Christelle Nda, Franck Quadio. Cette femme est avocate. Brigitte Mensa, avocate et aveugle. Un handicap qui ne l'empêche pas d'exercer sa profession. C'est en 1996 qu'elle obtient le CAPA. 8 ans plus tard, sa vie bascule. Elle perd la vue. Après la maladie, effectivement, je suis restée peut-être 2-3 ans hors travail, puisqu'il fallait recouvrer la santé. Abandonner sa profession ou continuer? Brigitte Mensa devra choisir. J'ai demandé l'autorisation au bâtonnier de l'époque de reprendre fonction et il a accepté. Elle fait fi des difficultés et du regard des autres et décide de vivre sa passion. On n'a plus le support visuel, donc il faut trouver des personnes qui sont des prêteuses de voix, donc des collaborateurs qui me lisent ce que je veux avoir comme information, et puis s'entourer de matériel didactique. L'activité de façon générale et globale a baissé. Ils confondent handicap et incapacité. Un choix qui force l'admiration. Du jour au lendemain, pour quelqu'un qui a vu, ne vois pas, tu fais le métier que nous faisons, le métier d'avocat, le minimum, il faut voir tes clients.
ait réussi à travailler sans voir, et ça c'est à tout son honneur. Roger Gouria a aussi été séduit par la force de Brigitte Mensa. Il n'a pas hésité un seul instant à l'épouser. Impressionné par son intelligence, cet opérateur économique séduit par la qualité de ses idées et par sa voix l'a remarqué sans la voir au cours d'une émission télé. Je lui ai dit comme ça, donne-moi ta main avant que je la demande à tes parents. On se complète, il n'y a vraiment pas de souci. C'est à refaire, mais sans hésiter. Sans hésiter. J'allais même dire les yeux fermés. Roger Gouria a lui aussi un parcours assez surprenant. Il est le premier bachelier non-voyant de Côte d'Ivoire. J'étais en classe de première, admis en terminale lorsque mes problèmes de vue ont commencé. Mon médecin traitant a conseillé l'Institut des aveugles de Yopougon, voilà, pour l'acquisition de la méthode Braille, et après je suis allé au lycée classique. J'étais le tout premier, donc au niveau du ministère de l'Éducation nationale, ça n'a pas du tout été évident. Il n'y avait pas de structure d'accueil pour moi à l'université d'Abidjan, donc j'ai bénéficié d'une bourse pour aller en France. En plus d'être une femme battante, Brigitte est également une mère attentionnée. Et son fils Armand Cédric, en classe de 4e, le reconnaît bien. Elle est une femme gentille et généreuse. Elle s'occupe bien de nous. Des fois, quand je fais mes devoirs, elle me demande si j'ai étudié. Quand je fais de mauvaises choses, elle me gronde. Une fois à la maison, Brigitte troque sa robe d'avocat contre sa tenue de maîtresse de maison. La tenue d'avocate, comme vous le dites, c'est au portail. Ça s'arrête au portail. Quand elle arrive à la maison, c'est la maîtresse de maison. Son courage et sa détermination proviennent du soutien de ses proches. Cette expérience, elle la partage avec tout le monde, y compris les parents des enfants en situation de handicap. Il ne faut pas laisser le regard que porte la société sur l'enfant en situation de handicap empêcher cet enfant d'évoluer. Malheureusement, le premier ennemi de l'enfant en situation de handicap, c'est la famille. Quand l'enfant veut commencer à faire les premiers pas dehors, on se dit mais c'est dangereux dehors, tu vas aller faire quoi là-bas? C'est bien d'être assisté, mais trop assisté, ça tue. Brigitte Mensa est engagée dans la défense des droits des personnes handicapées à travers le mouvement ivoirien des citoyens handicapés dont elle est la présidente. Nous avons fait beaucoup de lobbying et beaucoup d'approches pour que l'État de Côte d'Ivoire ratifie la Convention 61-106. Et selon cette convention, les personnes en situation de handicap ont besoin d'assistance et les autorités doivent accepter. Récemment même, le mouvement ivoirien des citoyens handicapés a obtenu de la commission électorale indépendante d'être acteur, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap ne se contentent plus d'aller voter, mais participent au processus même. Vivre avec un handicap, c'est possible, et maître Brigitte Mensa Gouria nous le démontre. Avec son handicap, elle continue de vivre sa passion, exercer le métier d'avocat. Voilà, et le handicap n'est pas une fatalité. Reportage réalisé par Chris Elenda et Franck Quadio. Ici en Côte d'Ivoire, donc, l'événement a été marqué, la journée des handicapés, et plusieurs handicapés se sont justement retrouvés au forum de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pour magnifier les talents, surtout parler des compétences au sein de leur communauté et se pencher sur la question de la prise en charge des personnes handicapées. David Soyo, Malika Koulibaly. Une chanson exécutée par ces hommes et femmes, tous aveugles. Ils entonnent une mélodie pour commémorer la Journée internationale des personnes handicapées. Une occasion pour partager avec l'opinion publique leur vision pour une meilleure prise en charge des questions de handicap, notamment la sensibilisation sur leurs droits. L'objectif, c'est l'inclusion donc de la personne handicapée dans tous les aspects de la vie sociale. C'est la promotion du droit des personnes handicapées. Et deuxièmement, c'est la sensibilisation de l'ensemble de la communauté du respect de ses droits et de l'inclusion des personnes handicapées de la société tout entière. L'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap demeure une réelle préoccupation. C'est l'une des actions majeures pour permettre à ces personnes de mieux s'affirmer. Pour l'insertion socio-économique des personnes handicapées, le gouvernement
a décidé de recruter 1000 personnes handicapées à la fonction publique, dont 300 personnes pour la seule année 2015. Plusieurs projets qui vont être exécutés. Les personnes handicapées de Côte d'Ivoire souhaitent s'inscrire durablement dans le développement de la Côte d'Ivoire, mais elles sont conscientes du chemin à parcourir. Cette 24e célébration de la Journée internationale est placée sous le thème « Comment l'atteinte des objectifs du développement durable ». On en arrive à ce qui concentre l'actualité politique en Côte d'Ivoire, les élections législatives. On en parle maintenant, si vous voulez bien, dans Cap sur les législatives. Le samedi 10 décembre prochain sera ouverte la campagne pour les législatives où plus de 1000 candidats députés vont briguer les 255 sièges de l'Assemblée nationale. Les députés, je rappelle, sont élus au suffrage universel direct. Aujourd'hui, nous faisons un focus sur le code électoral relatif au Parlement. C'est avec Gabriel Zani. Les députés sont élus au suffrage universel direct pour 5 ans. Mais dans 2 semaines, l'ensemble des députés sera renouvelé. La date du scrutin est fixée au 18 décembre. Cependant, une question demeure. Qui peut être élu député et qui ne peut pas? Toute personne des 2 sexes âgée de 25 ans ou moins, ivoirienne de naissance qui n'a jamais renoncé à la nationalité ivoirienne, peut se présenter pour être élu député à condition d'avoir habité en Côte d'Ivoire pendant 5 ans avant la date des élections. Par contre, les personnes qui ont eu la nationalité ivoirienne depuis moins de 10 ans, les présidents de conseils et conseillers régionaux, les maires et adjoints, conseillers municipaux qui ont perdu leur poste pour mauvaise conduite et pour détournement, les membres du Conseil constitutionnel, les magistrats, les directeurs d'entreprises publiques, les militaires et assimilés ne peuvent se présenter comme candidats députés. Que dit la loi sur l'élection du député, le représentant du peuple? Pour être élu, il faut obtenir la majorité absolue, c'est-à-dire plus de la moitié des votes exprimés. Certaines localités peuvent avoir un ou plusieurs députés. Lorsqu'il y a plusieurs députés, les candidats se présentent ensemble sur une liste. Tous les électeurs de la localité votent pour le député. Celui qui a le plus de voix est déclaré vainqueur. Mais une fois élu, le député peut se présenter autant de fois qu'il le souhaite, et cela dans la circonscription de son choix. Et bien que chacun des députés soit l'élu d'une seule circonscription, il représente la nation tout entière. Les députés sont donc investis d'un mandat national. Dans ce cas, que fait le député à l'Assemblée nationale, son siège? La loi dit que le député vote les lois, contrôle l'action du gouvernement. C'est en cela qu'il est important que le citoyen choisisse le candidat qu'il aura convaincu pendant la campagne des législatives qui aura lieu du 10 au 17 décembre. Voilà, c'était Cap sur les législatives. Demain, nous reviendrons sur d'autres sujets dans le cadre de ces législatives. La Fondation Espoir PDCI RDA rend hommage au président Henri Konan Bédié. La Fondation est reconnaissante au président du PDCI pour ses actions de paix et de développement. Sidonie Davila. Il est l'initiateur de l'appel de Daoukro, mais il est surtout l'un des acteurs de promotion de la jeunesse au sein de son parti, le PDCI. Plusieurs jeunes cadres ont évolué sous son mandat. Zie Daouda Koulibaly remercie le président Henri Konan Bédié qui fait du credo du PDCI renouveau, renaissance et repositionnement une réalité. Ce qui est important, c'est de sauvegarder l'unité nationale, sauvegarder la cohésion au sein des RHDP, mieux donner une chance à la construction de l'émergence, et c'est pourquoi nous avons tenu à faire cette mobilisation populaire pour que le président Bédié comprenne qu'il n'est pas seul. Merci pour sa clairvoyance. Une clairvoyance du président du PDCI qui permet aujourd'hui la cohésion dans la grande famille des oufouettistes. La journée d'hommage célébrée dans la plus grande commune d'Abidjan, à Yopougon, a été soutenue par le conseiller spécial du président de la République, chargé des sports et de la jeunesse. Nos présidents ne cessent d'appeler à la relève des générations et nous ferons tout pour honorer nos deux présidents. Avec les législatives, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, engage un autre combat, celui de la jeunesse qui tire son expérience des ténors du groupement politique.
Hors de la Côte d'Ivoire au Gabon, les élections législatives qui devaient se tenir en décembre ont été reportées au 29 juillet 2017. L'insuffisance des dotations financières serait la cause de ce report après les violences post-électorales du mois de septembre dernier. Nous sommes samedi aujourd'hui, place maintenant à la page culture de cette édition. Les préparatifs des 8e Jeux de la francophonie avancent à grands pas. L'heure est à la mobilisation des fonds pour accélérer les chantiers en cours. On voit cela avec Issa Yeo. Un dîner gala pour récolter des fonds afin de booster les chantiers des 8e Jeux de la francophonie. Il s'agit à travers cette cérémonie pour le ministre à charge des Jeux de la francophonie de trouver les moyens financiers pour accueillir ce grand rendez-vous du monde francophone. Distingués invités, ce gala est le vôtre. Ce gala est le ciment qui unira le public et le privé pour un succès que nous voulons éclatant des 8e Jeux de la francophonie. Venez nous soutenir. Nous sommes heureux de participer à la mobilisation des ressources pour une réussite des Jeux, pour le rayonnement même de la Côte d'Ivoire. Nous avons donc participé à l'organisation de cette soirée, effectivement, et je pense que nous allons accompagner également les Jeux. Le Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, profite de ce dîner gala pour solliciter l'appui des partenaires. Distingués invités, l'événement donc est mondial, il est grand, il est soutenu avec ce magnifique gala. Que la pêche, je vais dire la pêche financière, soit fructueuse et que la fête soit belle. Plusieurs objets vendus aux enchères ont permis aux initiateurs de récolter des fonds au cours de ce dîner gala où l'artiste congolais Lukwa Kanza a fait montre de tout son talent. C'est l'heure de l'entretien avec notre invité de la page culture qui est toujours avec nous. Merci, M. Kona Nyamiekwaku, d'être avec nous. Alors, Nambrani et le droit au bonheur. Tout d'abord, dites-moi, pourquoi avez-vous décidé d'appeler votre personnage principal Nambrani, qui signifie, si c'est juste en langue malinké, infirme? Oui. On peut penser à une moquerie, par exemple. Oui, Nambrani, le nom Nambrani a tendance à avoir un caractère un peu péjoratif. Parce que, d'ailleurs, dans mes recherches, un grand homme qui maîtrise très bien la langue malinké m'a fait savoir qu'on utilise ce nom pour parler du cafard. Cela voudrait dire qu'on sait que le cafard, dans nos relations, nous savons que le cafard, c'est quelque chose de sale. De sale. On peut marcher dessus, et voilà. Donc, en utilisant le nom Nambrani pour qualifier les personnes handicapées, c'est pas une injure. Ça a tendance à être comme une injure. Voilà, c'est blâmer ces personnes du genre, ils ne sont pas nécessaires dans notre société. Alors, ce qui n'est pas vraiment juste. C'est pas juste, mais vous appelez votre héros Nambrani. Donc, oui. Cafard, si je vous suis. Oui. C'est juste, c'est bon, c'est un bon regard. C'est pour dire, c'est un regard qui n'est pas agréable. D'accord. C'est le regard que la société fait des personnes handicapées qui n'est pas agréable, que nous devons corriger. Voilà, un regard donc que vous dénoncez. Oui. Vous défendez la cause des handicapés, ce livre illustre bien ce que je dis. Oui. Alors pourquoi cet intérêt pour les handicapés, vous qui êtes valide, vous n'êtes pas un handicapé? Oui. Vous savez, Madame Gourand, chacun de nous est un handicapé potentiel. Alors, on ne peut pas attendre d'être handicapé ou bien on ne peut pas être handicapé avant de défendre le droit des personnes handicapées. Certains d'entre nous ont eu des parents handicapés, d'autres ont eu des frères handicapés. Du coup, il est nécessaire que nous œuvrons pour le bonheur, pour le bien-être de ces personnes-là. Donc c'est dans ce sens que je me suis engagé dans cette lutte. D'accord. Alors, des critiques ont qualifié le parcours de votre héros, Nambrani, votre personnage principal, comme un parcours de rêve qui est loin même de la réalité. Votre commentaire là-dessus? Je dis cela parce que Nambrani, qui a connu aussi des difficultés dans son enfance, après il devient ministre. Il était d'abord fonctionnaire à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ensuite il devient ministre et puis président de la République. C'est un rêve, non? Ça
ça peut paraître un peu comme un rêve, mais c'est une réalité. Ça peut se réaliser. Ça peut se réaliser. Voyez par exemple le cas de Mme Brigitte Mensa Gouria, qui est avocate, mais elle est aveugle. On a vu l'élément tout à l'heure. On a vu l'élément tout à l'heure. Vous voyez que c'est une femme, c'est une personne handicapée. Mais quand même, elle a pu surmonter son handicap et aller au-delà de cette difficulté. On va connaître le secret de notre héros. On va regarder cet élément d'Issaïo et puis revenir sur le plateau pour poursuivre notre entretien. Merci. Un ouvrage pour changer le regard de la société sur les personnes portant un handicap. L'auteur Kona Nyamien Kwaku se veut un défenseur de cette catégorie de personnes. À travers son livre Nambrani et les droits au bonheur, il montre l'importance sociale, difficulté de s'insérer dans le tissu social, victimes de discrimination de tout genre, moquerie. Les personnes handicapées subissent un préjudice moral sans précédent dans la vie. Pour le critique, cet ouvrage témoignage peut changer la donne. En même temps que Nambrani est un enseignement pour toute personne en situation de handicap, c'est aussi un enseignement pour les parents, c'est un enseignement pour la communauté, c'est un enseignement pour l'État lui-même. Subdivisé en deux parties, Nambrani et le droit au bonheur, l'ouvrage de 83 pages, dont la dédicace a eu lieu à l'Institut des aveugles à Yopougon, comprend 6 chapitres. Alors Nambrani, on peut dire qu'il a eu beaucoup de chance. C'est vrai, il a eu une enfance difficile à cause du regard des autres, mais il était entouré de l'amour de ses parents. Oui. Ce qui n'est pas le cas pour tous les autres handicapés, certains handicapés par exemple. C'est en cela que ce livre est le bienvenu. Parce que ce livre vient pour donner cette information aux parents qui ont des enfants handicapés. Les parents qui ont des enfants handicapés ne doivent pas rejeter leurs enfants. Ce n'est pas parce qu'ils sont handicapés qu'on peut croire qu'ils ne sont pas des hommes ou ils sont des hommes à moitié. Donc non. tout commence dans la cellule familiale. Dans la cellule familiale. Alors, les parents doivent déjà avoir un regard agréable sur leurs enfants, les soutenir afin que ces derniers puissent être des personnes importantes dans la société. En plus de la cellule familiale qui doit apporter son soutien, il y a la société, l'entourage. Et le cas de votre héros, il a été victime de marginalisation dans son entourage. Exactement. Notre héros ici a été victime de marginalisation dans certains milieux. Mais cela n'a pas été un problème pour lui. À un moment, il pensait que c'était une malédiction de Dieu. Bien entendu, certaines personnes, à la page 39 par exemple, j'ai dit que certaines personnes ont tendance à voir les personnes handicapées comme des personnes maudites. Du genre, le handicap est une malédiction, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Voilà. Alors, notre héros, par exemple, pendant ses études, à un moment donné, a cru que c'était une question de malédiction, mais après, il a compris que non, ce n'est pas le cas. Donc, il y a deux regards quand on lit votre ouvrage, le regard du handicapé lui-même et il y a le regard de la société. Alors, dans ces deux regards, que faut-il faire? D'abord, commençons par le handicapé, puis on va terminer par la société rapidement. D'accord. En ce qui concerne le handicapé, la personne handicapée doit avoir un regard agréable. On les voit beaucoup dans les carrefours en train de mendier. Oui, doit changer cette attitude et avoir un regard agréable sur sa personne. La personne handicapée, un regard positif. La personne handicapée doit comprendre que le handicap n'est pas une fatalité. On peut être handicapé et contribuer beaucoup au bonheur, non seulement à son propre bonheur, mais aussi au bonheur du reste de la société. D'accord. Alors, merci beaucoup. Le regard de la société, on vous a entendu, vous l'avez dit, un regard positif, ne pas les stigmatiser. Le handicap n'est pas une fatalité. Merci en tout cas, monsieur Kona Nyamien Kwaku, pour votre contribution. Merci, madame. Merci d'avoir été notre invité de la page culture ce soir. Merci. Alors, les personnes en situation de handicap ont droit au bonheur, ne soyez donc pas un obstacle à ce bonheur. À tous les handicapés, vous l'avez entendu, ne vous privez pas de sourire à la vie. Le handicap n'est pas une fatalité. Il a achevé sa mission. L'ambassadeur émérite Claude Béquet a déposé pour toujours son costume de diplomate. Les siens ne le reverront plus. Ils étaient nombreux aujourd'hui à lui rendre un ultime hommage dans son village natal à Akupé-Zegui. Claude Béquet a entamé son voyage, d'où il ne reviendra plus. Il a été inhumé devant un parterre de personnalités. Grâce Kando. Dans ce caveau familial repose pour toujours son Excellence Claude Béquet.
L'ex-secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a été inhumé ce samedi 3 décembre à Akupé-Zedi, son village natal, situé à plus d'une trentaine de kilomètres d'Abidjan. Tristesse et désolation, l'émotion est grande. Amis et connaissances, membres du gouvernement, responsables d'institutions et la grande famille des diplomates, tous ont fait le déplacement pour l'ultime hommage à l'illustre disparu. Claude Béqué, diplomate émérite, avait des qualités dont on se souvient encore. L'ambassadeur Béqué était un grand homme, un grand serviteur de l'État, qui a consacré toute sa vie à servir les autres. Un homme d'écoute, un homme d'expérience, c'est ce que je retiens de l'homme. C'est une personnalité de grande envergure que nous perdons, que la Côte d'Ivoire perd et que l'Afrique perd. C'est une personnalité qui était très très disponible, un infatigable travailleur. Mais avant d'être porté en terre, une messe de requiem a été dite en sa mémoire. L'ambassadeur Claude Béqué est décédé à Paris le 17 septembre dernier à l'âge de 65 ans. Il laisse derrière lui une veuve et 4 enfants. Claude Béqué a rejoint son créateur là où il n'y a ni deuil ni l'âme, mais la vie éternelle. Adieu Claude Béqué, adieu l'ambassadeur. Ainsi va la vie. Adieu Claude Béqué. Merci de nous avoir suivis. À demain 20h.